passer donc à la communication suivante sur l'incidence et facteurs de risque de dysfonction primaire du greffon rénal en transplantation combinée. Donc, docteur Cariou. Bonjour, donc moi je viens vous parler de dysfonction primaire du greffon rénal dans une population particulière qui est celle des transplantés combinés hépatiques et rénales. Alors une transplantation combinée, par définition, c'est une transplantation d'au moins 2 organes qui sont issus d'un même donneur. Il n'y a pas de notion de temporalité dans cette transplantation et c'est important puisque dans la littérature, et notamment chez des équipes américaines, on retrouve des pratiques où ils font une transplantation hépatique dans un premier temps, avec la mise sous machine de perfusion hypotherme du greffon rénal, et une transplantation rénale retardée, de 48 à 72 heures. Ça reste une procédure qui est peu fréquente, puisqu'il y a eu 58 transplantations combinées en France en 2021. Ça correspond à un peu moins de 5% de l'activité de transplantation hépatique globale. C'est un chiffre qui est stable sur les 10 dernières années. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où ils sont à peu près aux alentours de 10% de leur transplantation hépatique pour un volume d'un peu moins 800 procédures par an. Je parle beaucoup des États-Unis, pas par intérêt personnel, mais parce qu'ils ont le quasi-monopole de la littérature sur ce sujet, à l'exception d'une cohorte anglaise assez récente et une cohorte espagnole plus ancienne. Et donc c'était notre volonté par ce travail de décrire un petit peu notre population et nos pratiques en France. Cette procédure, elle cible essentiellement 2 populations. D'une part, le groupe de maladies métaboliques ou apparentées avec la polykystose hépatorénale, l'oxaluride de type 1 et l'amylose de façon plus anecdotique, et essentiellement les patients qui vont présenter une cirrhose avec une insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique, puisque dans les différents critères de proposition pour lister les patients sur ces transplantations combinées, le critère rénal qui revient le plus souvent, c'est la nécessité d'avoir recours à l'épuration extra-rénale pour une durée d'au moins 4 à 6 semaines. La dysfonction primaire du greffon rénal, on l'a définie comme la nécessité de recourir à l'épuration extra-rénale dans les 7 jours qui suivent la transplantation. C'est une définition qui varie un petit peu dans la littérature. On peut retrouver jusqu'à 15 définitions différentes. On a repris celle qui avait été le plus utilisée et dans la littérature de la transplantation rénale et surtout dans la petite littérature de la transplantation combinée hépatique et rénale. C'est un facteur par contre qui est associé au pronostic rénal à moyen et à long terme, et ça c'est bien décrit dans la littérature de la transplantation rénale et dans la littérature de la transplantation combinée. Donc c'est une étude de cohorte rétrospective, monocentrique, qui a lieu sur notre service au sein de la Pitié-Salpêtrière, qui a recueilli toutes les transplantations combinées sur une période de 10 ans, de janvier 2010 à fin 2019. On n'a exclu aucun patient. On s'est intéressé tout d'abord aux facteurs associés à la survenue de cette dysfonction primaire de greffon, et on a voulu décrire l'incidence et le pronostic du patient et du greffon rénal à distance de la transplantation. On a donc pu analyser les données de 42 patients, donc c'est un petit effectif, mais qui correspond à 5% de l'activité de la transplantation hépatique, donc on est dans les normes, on va dire, nationales, avec essentiellement un recrutement de patients cirrhotiques, avec des causes variées de cirrhose, presque un patient sur 2 néanmoins qui avait un CHC associé à une cirrhose, et un gros tiers de polykystose hépatorénale, et de façon plus anecdotique, on avait quelques cas d'oxalurie de type 1 et d'amylose qui représentaient moins de 5 patients. 18 patients, donc 42% de l'effectif, ont présenté une dysfonction primaire du greffon rénal ou des PGR. C'est les chiffres qu'on retrouve dans la littérature, que ce soit dans la littérature de la transplantation rénale ou de la transplantation combinée, avec une incidence qui varie entre 35 et 45%. Donc cohérent aussi avec ce qu'on a pu retrouver. Il n'existait pas de différence sur les comorbidités ou sur le MELD médian à l'inscription, ni même sur le MELD en préopératoire entre ces 2 groupes, DPG et absence de DPG. Et alors en termes de facteurs de risque associés à cette dysfonction primaire de greffon, on a pu faire une analyse univariée dont on reste prudent sur les conclusions du fait de notre effectif réduit. Néanmoins, on a pu mettre en évidence que la créatininémie du donneur avant prélèvement, et donc le reflet de la qualité du greffon rénal, était associé à la survenue de dysfonction primaire du greffon. Ça, c'est un facteur de risque qui est bien décrit déjà dans la littérature de la transplantation rénale,
également dans la littérature de la transplantation combinée. De façon plus surprenante, on a retrouvé que la position du greffon rénal en fosse iliaque gauche était associée à la survenue de dysfonction primaire du greffon. Ça, c'est une nouveauté, hein. Ça n'a jamais été décrit, que ce soit dans la littérature sur la transplantation rénale seule ou la transplantation combinée. Si on fait abstraction du possible artefact statistique du fait de notre effectif réduit, une possibilité sur le choix de ce côté non modal, hein, puisque les transplantations rénales, elles se font quand même plutôt préférentiellement en fosse iliaque droite, ce serait que les urologues, du fait de l'imagerie dont bénéficient en préopératoire les patients listés pour transplantation hépatique, aient pu avoir un avis éclairé sur le choix du côté à aborder en termes de qualité du réseau vasculaire pelvien. Ce qui n'est pas le cas dans la transplantation rénale isolée, où il n'y a pas de recommandation bien formalisée en ce qui concerne le dépistage d'une athérosclérose diffuse au niveau pelvien. Et donc probablement que ça a modifié leur pratique. On retrouvait des facteurs biologiques, le nadir d'hémoglobine péropératoire, alors qui sort de façon statistiquement significative. Dont la pertinence clinique est plus discutable, puisque les valeurs médianes dans les deux groupes étaient en fait de 8 grammes dans le groupe absence de dysfonction primaire du greffon et de 8,5 grammes par décilitre dans le groupe qui présentait une dysfonction primaire du greffon rénal. De la même façon, le pic de lactatémie en péropératoire est très fortement associé à la survenue d'une dysfonction du greffon rénal. C'est un paramètre qui est quand même difficile d'interprétation, puisque la lactatémie, dans un contexte périopératoire de transplantation hépatique, avec des prélèvements qui n'étaient pas standardisés et donc qui ont pu être faits à différents temps en fonction des patients, que ce soit sur le foie natif, sur la phase d'anépathie éventuellement, ou sur le greffon, rend ce paramètre difficile d'interprétation. Et le dernier paramètre qu'on a pu mettre en évidence comme étant un facteur de risque associé à la dysfonction primaire du greffon, c'est le BES médian depuis l'admission jusqu'à J2, donc sur les 48 premières heures d'admission en réanimation, qui signe la surcharge hydrosodée de nos patients, qui est un paramètre qui avait déjà été décrit aussi dans la littérature de la transplantation rénale. Sur la comorbidité et sur le pronostic à long terme, on retrouve associé à la survenue d'une dysfonction primaire du greffon rénal un taux de complication, que ce soit infectieux ou chirurgical, qui est supérieur dans le groupe dysfonction primaire du greffon. De la même façon, la durée de séjour s'est retrouvée doublée dans notre population chez les patients qui ont présenté une dysfonction primaire du greffon. On n'a pas pu mettre en évidence de façon statistiquement significative une association entre la dysfonction primaire du greffon et la perte du greffon rénal, que ce soit à 3, 6 et 12 mois, mais il existe quand même une tendance. Et il n'y a pas de différence de mortalité, par contre, entre ces deux groupes à 12 mois, puisqu'elle est de 92% dans le groupe absence de dysfonction primaire de greffon et 90% chez ceux qui ont présenté une dysfonction primaire de greffon rénal. Des limites évidemment à cette étude qui reste monocentrique et donc qui a une puissance limitée, qui est rétrospective et donc on a malheureusement des données manquantes sur certaines variables, avec néanmoins une première description de cette population en France et même en Europe, et avec pour objectif de regrouper les données avec un autre centre francilien qui est celui de Beaujon, afin d'espérer obtenir une cohorte plus étoffée et obtenir des conclusions peut-être plus robustes d'un point de vue statistique. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. C'est tout à votre honneur d'avoir fait qu'une analyse univariée, avec toutes les limites du coup de cette analyse. Et ça renforce l'intérêt en fait de regrouper les forces, notamment je pense qu'au niveau en France, je pense que si vous regroupez les données de l'agence de biomédecine, vous auriez probablement une puissance nécessaire pour pouvoir avoir des éléments peut-être plus pertinents en termes de résultats. Moi, j'ai une question en fait sur est-ce que les patients étaient dialysés? Il y avait des patients qui étaient dialysés en préopératoire. En préopératoire, la grande majorité des patients étaient dialysés. La grande majorité. Plus de 90% des patients sont dialysés en préopératoire. Je pensais parce que le taux de créatinine du coup qui sort c'est le taux de créatinine. C'est le taux de créatinémie du donneur, du greffon. Du greffon. Ah, du donneur. Voilà. Oui.
c'est le reflet de la qualité du greffon rénal, si on veut. Et vous avez une temporalité qui est quand même assez large. Étendue, oui. Et vous aviez déjà en 2010 des machines à perfuser pour les greffons rénaux? Alors c'est une bonne question. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre. En tout cas, ces pratiques, elles existaient déjà, puisque les études Princeps sur la transplantation rénale, elles remontent au milieu des années 2000. Donc je pense que c'était déjà dans la recommandation de l'ABM de mettre sous perfusion les greffons au moins issus de donneurs à critères élargis sous machine de perfusion rénale. C'est troublant aussi la position à gauche. Moi, je dirais que ça m'a un peu surpris. Alors voilà, ça c'est pas... C'est à prendre avec beaucoup de prudence. Effectivement. Vous avez une explication claire pour... Est-ce que vous avez une explication pour gauche? Est-ce que c'est un patient qui avait une polykystose? Non, des gros... pas particulièrement. C'est 40% de notre effectif qui est transplanté en fossiliaque gauche, donc ce qui est beaucoup, puisqu'encore une fois, la position l'abord modal, décrit par les techniques chirurgicales urologiques, c'est plutôt un abord en fossiliaque droite quand on parle des patients qui n'ont pas une retransplantation. Donc, du coup, on aborde dans ce cas-là la fosse contralatérale. J'ai fait une recherche dans la littérature pour voir si ça avait été déjà décrit. Il n'y a pas d'études qui se sont intéressées spécifiquement aux côtés de la transplantation rénale. Il y a des études qui ont cherché à regarder si le greffon rénal droit faisait mieux que le gauche en termes de pronostic, mais rien sur le côté de l'implantation. J'ai retrouvé par contre une cohorte portugaise de 3000 transplantations rénales, donc pas une petite cohorte, qui avait intégré cette variable-là et qui retrouvait donc que 20% de leurs patients avaient été transplantés à gauche et que c'était associé à davantage de complications chirurgicales. Donc ils ne décrivaient pas les complications chirurgicales, mais il y avait néanmoins cette notion-là chez les patients qui avaient été implantés en fossiliaque gauche. Ils n'émettaient pas d'hypothèse là-dessus, ils ne la détaillaient pas non plus, donc on n'a pas beaucoup d'arguments. Moi, si je devais formuler une hypothèse, ce serait quand même celle dont j'ai parlé, à savoir que les urologues ont de façon systématique pour ces patients une imagerie à disposition, probablement qu'ils la regardent et qu'ils peuvent avoir une idée un peu plus précise de l'état vasculaire au niveau pelvien, ce qui n'est pas le cas quand il faut une transplantation rénale isolée, parce que, encore une fois, il n'y a pas eu forcément d'imagerie pelvienne chez ces patients-là. Michael ? Bonjour. Alors moi je travaille à Beaujon, effectivement on a 50% quasiment de dysfonction rénale. Ma question c'est est-ce que vous avez regardé en dissociant ce qui se passe pendant la transplantation hépatique et pendant la transplantation rénale, ou est-ce que vous avez pris les données péropératoires au global? Parce que quand même on a l'impression que le patient qui a le taux d'hémoglobine plus bas, qui a besoin de plus d'expansion volémique péropératoire et qui a, c'était quoi la troisième donnée? C'était le lactate plus haut, ça ressemble un peu à du choc hémorragique, voire du syndrome de reperfusion, qui survient quand même plus souvent pendant la phase de transplantation hépatique que la... C'est les données sur toute la chirurgie. Vous avez possibilité de dissocier non. Et vous aviez regardé syndrome de reperfusion? Oui, ça sortait pas. Ça sortait pas de façon significative. On en avait de mémoire 20%, je pense, d'incidence de reperfusion. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez pas beaucoup de facteurs modifiables dans les facteurs de risque, sauf l'hémoglobine. Mais l'hémoglobine, la différence, elle est peut-être statistiquement significative, mais elle paraît quand même peu cliniquement pertinente, 0,5. Tout à fait. Bon, enfin, il faut une étude un peu plus grande. Oui ? Juste, je suis Antoine Moncel, je travaille à la Pitié-Salpêtrière. Donc cette étude, juste pour répondre par rapport au côté multicentrique, donc effectivement, elle va s'intégrer sur une étude multicentrique portée par le centre de Beaujon. Donc on va pouler nos données. Mais nous, on est parti d'une idée en fait parallèle à celle de Beaujon. On a eu l'impression qu'en fait, on mettait un rein sur deux au baquet. Donc ça nous a assez alerté sur les greffes combinées. On a des résultats vraiment, vous avez eu 40%, vous êtes autour de 40-50%. Donc l'idée, c'était la multivariée, on l'a faite, mais bon, on a 20 événements, on a 18 événements, donc forcément, la multivariée, elle vaut ce qu'elle vaut. On va essayer d'implémenter un peu plus de patients pour la thèse de Maxime, et il y aura une multivariée dans la thèse de Maxime qui sera vraiment à prendre avec des pincettes, avec probablement des intervalles de confiance hyper larges. Mais l'idée derrière, c'était surtout de dire est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut faire ces procédures combinées, Il y a une vraie question. Maxime a parlé des combinés un petit peu avec 48-72 heures de pause, avec les machines de reperfusion, mais même il y a aussi le séquentiel, avec d'abord le foie, puis ensuite les reins, ou peut-être le rein beaucoup plus tard.
Donc nous, on était à ce point-là de se poser cette question-là. Est-ce qu'on n'est pas... parce qu'un échec sur 2, quasiment, ça pose quand même des questions. Mais j'avais cette réflexion-là. Est-ce qu'il y a une alternative? Si la maladie, elle impose ce choix, est-ce qu'on peut faire autrement? On peut continuer à dialyser le patient et greffer un foie et voir, rejeter le problème rénal. Et faire 2 transplantations séparées, exactement, on fait le foie. Exactement, faire du séquentiel. C'est toujours c'est des controverses sur le staff de transplantation hépatique qui sont très animées à chaque fois et on n'a pas grand-chose dans la littérature qui pousse dans un sens ou dans l'autre. Simplement, nous, notre impression clinique, à partir de laquelle on est parti pour cette petite étude, c'était se dire, mais on en a 1 sur 2 qui est quand même au baquet, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce qu'on est les seuls à avoir ces mauvais résultats? Et a priori, on n'est pas les seuls et c'est vraiment c'est très challenging comme chirurgie. La difficulté quand même aussi sur le séquentiel, c'est que les 40% de polykystose, qui ont la greffe combinée, ils demandent aussi la greffe combinée souvent parce qu'ils ont accès plus rapidement au greffon rénal que si c'était en monogreffe rénal. Donc si on les inscrit en combiné, je ne sais pas comment ils auront accès à la greffe rénale dans un second temps. Oui, ça fait partie d'une des questions. Je pense qu'on n'a pas tout fait les mêmes patients d'ailleurs. On n'a pas tout fait les mêmes étiologies initiales. Il faut probablement que ça passerait par l'intégration d'un système à l'américaine où ils ont effectivement cette procédure-là avec ce qu'ils ont appelé le safety net qui permet de proposer à un patient pour une transplantation hépatique seule avec, dans les 6 mois qui suivent la transplantation, la possibilité en fait, de l'inscrire sur pas une super urgence, mais avec une priorité en tout cas par rapport aux patients listés en transplantation rénale. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie.